Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la polyvalence, donc c'est un cycle de conférences table ronde initié par la commission design art appliqué de la DHGP, on reçoit Anna Saint-Pierre qui va nous présenter son projet Brèche, entourée des personnes avec qui elle collabore dans le cadre de ce projet. Et au-delà d'une simple vision d'une pratique, d'une présentation d'une pratique, ces tables rondes, elles ont vocation à rentrer un peu plus dans l'intimité du projet, à écouter les collaborateurs et collaboratrices qui font aussi le projet. Donc voilà, et là c'est un peu particulier parce que c'est un projet qui n'est pas encore fini, qui est en train de se faire. Donc le projet n'est peut-être pas figé, mais c'est ça aussi qui est intéressant de suivre, quoi. Il est en plein développement. Donc Anna Saint-Pierre est docteure en design. Elle est titulaire d'une thèse intitulée Textiliser la mémoire du bâti par la réutilisation des déchets architecturaux. Donc son travail, il est à la croisée du design, de l'architecture, et du design et de l'urbanité. Et donc c'était intéressant de ramener ça aussi, une échelle de design qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voilà, qui engage des liens forts du coup, entre architecture et design, que ce soit par la revalorisation de matériaux, la réutilisation de matériaux, puisqu'il est question de réemploi, il est question de destruction aussi dans le projet, et de traces et de mémoire de bâtiments. Donc voilà, il y a toute cette notion aussi d'histoire, et aussi un point important sur la participation, le côté collectif de ce projet de design. Comment faire avec et pour les habitants et habitantes. Donc voilà, ce projet il se construit de manière très locale et in situ. Donc il est né, c'est un 1% artistique du bâtiment, des futurs bâtiments des ateliers Médicis à Clichy, sur la commune de Clichy, Sous-Bois et Montfermeil. Donc un bâtiment pensé par l'agence d'architecture Encore Heureux. Donc voilà, il raconte aussi des traces d'histoire, des histoires de lieux, de mémoire de lieux, mémoire de quartier, mémoire de périphérie, qu'on n'a pas l'habitude qui ne sont pas habitués à recevoir de la mémoire. Donc voilà, c'est un projet aussi assez... c'est un projet qui a une approche culturelle au sens multiple, quoi. Donc voilà, je vais laisser la parole et bonne table ronde. Merci Simon. Simon qui a dit beaucoup de choses. Bonsoir, merci d'être là avec nous. Alors moi je m'appelle Zoé, je vais animer cette rencontre et ce dialogue autour de ce projet très collectif, comme l'a dit Simon, qui a déjà dit beaucoup de choses autour du travail d'Anna Saint-Pierre, en présence d'Anna Saint-Pierre qui trône donc au milieu de ce magnifique panel, qui nous montrera des images. Soyez indulgents parce qu'on essaiera de vous montrer un peu ce qu'il en est. Donc Anna Saint-Pierre, on l'a dit, donc diplômée de l'ENSAD. Vous avez consacré un mémoire déjà, on va y revenir à ces questions qui vous animent. Puis vous avez soutenu une thèse au Sacre, thèse donc, dont Simon a évoqué, mais que vous avez soutenue et qui était sous plusieurs directions, notamment celle de l'homme qui est à votre droite, Éric de Thoisy, qui fait partie de cette congrégation. Donc vous, Éric de Thoisy, vous êtes architecte. Et vous êtes chercheur associé à la chaire de philosophie à l'hôpital. Vous travaillez autour de la notion notamment du soin, mais vous étiez auparavant, vous avez été directeur de la recherche dans une agence d'architecture qui s'appelle toujours, elle n'est pas morte, SCO. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez co-dirigé la thèse d'Anna Saint-Pierre dans le cadre d'un projet que vous faisiez avec SCO. Et en face de moi, Renan Benyamia, vous êtes le directeur délégué des ateliers Médicis, ce lieu qui existe déjà mais qui est en construction, qui est pensé autour de la question de la permanence architecturale, et vous allez nous expliquer pourquoi cette institution culturelle a fait les choix qu'elle fait et pourquoi elle a accordé donc ce fameux 1% artistique à ce projet de design qui dialogue entre le design et l'architecture, porté par Anna Saint-Pierre. Et en face, à côté de vous, quelqu'un que vous connaissez bien, Khadija Barkani. Vous êtes architecte, vous allez travailler avec l'agence Encore Heureux sur ce projet des ateliers Médicis, des bâtiments existants et ceux qui vont exister. Et notamment, vous êtes au cœur de ce qu'on va découvrir, d'une notion très importante qui est celle de la permanence architecturale et qui est d'autant plus importante
dans ce projet des ateliers Médicis, mais aussi pour le travail d'une designer comme Anna. Alors pour entrer dans le vif du sujet, parce que tout cela fait beaucoup d'informations, mais ça va être une question passionnante. Anna, peut-être pour commencer, donc vous êtes une designeuse, vous sortez de l'ENSAD. À quel moment est-ce que vous avez commencé à travailler sur cette question du réemploi, et notamment à quel moment vous avez commencé à dialoguer dans votre travail avec l'architecture? C'est venu d'où cela? Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous, et merci Zoé. C'est un travail que j'ai initié pendant mon année de diplôme à l'école des Arts Déco, où j'étudiais donc le design textile et matière. Et à l'époque, donc, je glanais des gravats sur des chantiers. Et j'étais assez fascinée par le fait que la composition matérielle d'un site, d'un bâtiment, puisse permettre de le situer dans le temps et dans l'espace, en s'appuyant sur des données à la fois historiques et géographiques, et qui sont évidemment liées à des régimes politiques, historiques, sociaux, industriels. Et de la même manière, donc, l'étude de la composition d'une benne de chantier, donc de gravats d'un bâtiment démoli, pouvait permettre de restituer sa date de construction, son lieu de construction, et voir sa forme. Et si on parle si on va un peu plus loin dans la question de l'échelle, il y a le gravat. Alors, le gravat. Mais non, mais qui ne fascine peut-être pas tout le monde, mais pour lequel je vois pas mal d'intérêt, et notamment celui d'être un élément fragmentaire, et qui, même à sa petite échelle, peut permettre de se remémorer des lieux immenses par la projection mentale, ou des espaces qu'on n'aurait pas forcément parcourus, mais par l'imagination. Et j'aime bien cette idée de partir d'une toute petite chose pour dérouler des espaces et des échelles très grandes. Et donc d'aller vers l'architecture. Alors cette fameuse question de gravat, on peut peut-être regarder ce que vous aviez commencé à aborder, parce qu'évidemment, il y a cette notion, ce sens du gravat. On va revenir justement sur le moment dans lequel vous commencez votre carrière de designeuse, de ce point de vue-là, de designer. Ces premiers projets de mémoire, donc vous êtes issu d'une tradition qui est celle du design textile. Il s'intéresse à quoi là précisément? Qu'est-ce qu'on regarde ici? Alors, du coup, il y avait effectivement cette phase de collecte sur des chantiers, et il y avait un deuxième temps qui était de transformer les gravats dans des ateliers. Et l'idée, c'était de faire de ces décombres des minéralités inédites en les dotant de propriétés textiles. Donc, une souplesse, une légèreté, une finesse qui leur permettent de se mouvoir dans l'espace et de s'émanciper de la raideur habituelle de la pierre. Et donc, ce qu'on voit à l'écran, typiquement, c'est un travail autour du tissage et de la sérigraphie, de l'induction de textiles avec des matériaux de démolition qui sont souvent travaillés à différentes échelles granulométriques. Donc ça, c'est votre projet de mémoire. Et ensuite, vous commencez à le porter, vous continuer cette fameuse quête dans une thèse. Alors, tous les designers ne font pas de thèse, il faut quand même le rappeler. Le sacre joue un rôle très important là-dessus. Il y a une dimension de recherche dans votre travail, donc qui se fait aussi dans le cadre du CIFRE. Vous allez nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, mais effectivement, intuitivement, comme ça, un designer ou une designeuse ne va pas évidemment vers la recherche. Qu'est-ce que ça permettait? Qu'est-ce qui était à l'origine de ce désir de s'inscrire dans un parcours de chercheuse? Donc c'est effectivement un doctorat qui s'est développé donc chez Sacre, et en même temps dans une agence d'architecture qui s'appelle donc SCO. Et l'un des objectifs, c'était de pouvoir développer des procédés de transformation in situ à l'échelle de chantiers et de projets d'architecture. Et c'est ce que m'a permis du coup ce travail-là, de pouvoir déployer ces petits échantillons justement à l'échelle de chantier, et de se confronter du coup au cadre réglementaire, à la technique, à plein de questions autour de l'économie du projet aussi, puisque souvent c'était des projets avec des échelles assez importantes. Et ça a permis d'aboutir sur des réalisations pérennes qui ont été livrées donc en même temps que les chantiers de SCO. Et notamment un travail autour de la réutilisation d'une façade en granit. C'est ce qu'on aperçoit à droite. Alors concrètement, ça veut dire quoi, cette façade en granit et
et ces échantillons-là, la notion de gravat dans ce qu'on voit à l'écran? Alors là, c'est donc toute une façade qui représentait à peu près 2000 mètres carrés d'un bâtiment qui avait été conçu par l'agence SCO à la fin des années 90. Et il y avait une restructuration par SCO. Et donc il y avait tout un travail autour de la question de la réinterprétation de ce lieu par la même agence d'architecture. Et du coup, la question de la réutilisation, elle faisait aussi sens. Et donc, pendant le projet, pendant la conception du projet, il y a eu tout un moment où on a pu récupérer des morceaux de façade et faire toute une série de tests pour les réutiliser et réaliser le sol et différents matériaux pour l'atrium central du bâtiment. Alors, on va revenir évidemment on va avancer vers ce projet qui est celui des ateliers Médicis, donc qui est un projet qui est en gestation puisque vous avez remporté le concours et évidemment on va expliquer comme cette temporalité est plus longue, c'est la temporalité de l'architecture et en plus d'un projet d'une institution publique. Mais justement, je me tourne vers Eric, peut-être vers vous, Anna, avant de demander à Eric, mais vous arrivez, donc là on voit d'où vient cette envie de la graphiste que vous êtes, mais on arrive quand même aussi à un moment où l'architecture est en pleine réflexion sur ces questions-là. Cette question, vous avez utilisé le terme de réemploi, de permanence. Éric de Thoisy, vous êtes architecte, je crois que vous avez repéré Anna quand elle était encore aux Arts Déco, au moment où cette thèse se lance. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse, vous, en tant qu'architecte, qui depuis est devenu un architecte-chercheur fondamentalement? Qu'est-ce que ce travail-là de la graphiste qui est Anna vient apporter à un débat qui existe? C'est quoi les termes du débat en architecture aujourd'hui sur cette question justement de la permanence? C'est-à-dire que là, on parle du réemploi et du gravat. C'est quoi le rapport qu'on a au gravat aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Anna n'est pas graphiste, hein, elle est designer. Elle est designer, pardon, excusez-moi, c'est la fatigue absolue. Anna est designer. Les termes du débat, en fait, ce qui est intéressant dans le moment où arrive Anna, si on peut le dire dans la situation générale de l'architecture, c'est que en fait, il y a des débats qui sont très anciens, qui sont très idéologiques, qui sont très théoriques sur la bonne manière de réhabiliter un bâtiment. Donc il y a Viollet-le-Duc, il y a Ruskin, il y a plein de gens, il y a des doctrines, il y a plein de choses. Donc ça, c'est des très vieilles histoires qu'Anna a d'ailleurs tout à fait étudiées pour sa thèse, pour savoir comment elle se positionnait par rapport à différentes doctrines de la tabula rasa, de la reconstruction à l'identique et tout un tas de choses qui pendant très longtemps ont été des débats de l'ordre de l'esthétique ou de l'espèce de posture idéologique par rapport au passé. Et ce qui est passionnant aujourd'hui, même si c'est d'une certaine manière assez dramatique, c'est que ces débats sont repositionnés d'une manière tout à fait différente et tout à fait concrète et tout à fait matérialiste, puisque ça, c'est des choses qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est qu'il faut faire avec l'existence, c'est qu'il n'y a plus de matière disponible, et c'est que du coup, toutes ces questions-là deviennent très pragmatiques et ne se posent plus tout à fait dans des termes idéologiques, mais dans des termes très matérialistes. Et Anna, elle arrive en mettant en même temps les pieds dans le plat, en reposant un petit peu les termes de ce débat. Et c'est là qu'elle est très pertinente pour des architectes comme alliés dans des démarches d'architecture. Alors, vous dites, on ne peut pas, parce qu'on est dans un manque de matériaux, on est dans une question de raréfaction, et pourtant, ça peut être contre-intuitif, il reste encore aujourd'hui moins cher de faire tabula rasa ou de reconstruire que d'entretenir. C'est une question, c'est un vrai débat. C'est une question qui est jamais vraiment tranchée, qui se pose pas. Enfin, je sais pas, il y a peut-être d'autres avis, mais en fait, la question, elle se repose généralement dans chaque situation, et il n'y a pas vraiment une réponse. Après, au-delà du prix des matériaux et du prix des process, de toute façon, dans de plus en plus de cas, la matière n'est tout simplement plus là, et on est obligé de reprendre celle qui est déjà là pour refaire quelque chose avec. Et donc là, tout l'intérêt d'Anna, c'est de faire ça, mais en injectant du sens dans cette démarche-là, et pas simplement le faire parce qu'on est obligé. Alors, et sur le statut, justement, vous dites la matière est là, il faut la réutiliser. Les matières les matières avec lesquelles vous travaillez, et les matières aussi issues des bâtiments, on va y revenir, avec lesquelles vous travaillez aux ateliers Médicis, elles ont un statut un peu différent. C'est-à-dire que dans l'image d'Épinal qu'on peut avoir et dans la manière dont ces débats se sont posés jusqu'au XIXe siècle, ou même après, c'est vous qui le savez, il y a l'idée de la pierre. Or, aujourd'hui, vous travaillez avec des matériaux qui ne sont pas du tout la pierre uniquement, pas uniquement la pierre. Anna, là-dessus, sur les caractéristiques de ces matériaux-là et l'espèce de défi et la beauté aussi que ça peut présenter pour un designer.
Effectivement, il y a, dans ce que disait Eric, il y a cette idée qu'il y a une institution aujourd'hui qui prend en charge la question de la mémoire du bâti, qui est la notion de patrimoine, de patrimonialisation. Et souvent, c'est une manière de préserver un héritage bâti, une architecture pour la transmettre de façon intergénérationnelle. Mais c'est une protection, une préservation qui va se focaliser sur une architecture qui va être plutôt présente dans les cœurs historiques, donc de l'architecture de pierre, ou dans des zones qui auront une attractivité économique. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur ce qui se passe plutôt à la marge de ces noyaux patrimoniaux. Et du coup, plutôt dans les espaces dans lesquels aujourd'hui on vit, donc des espaces en béton, en briques, et avec lesquels on tisse une relation à la mémoire collective, au récit collectif, au souvenir individuel. Et c'est des matériaux où il va falloir effectivement repenser les modes de transformation. Parce que effectivement la taille de pierre, c'est justement un procédé qui permet de réemployer de la matière, et c'est quelque chose qui a été fait pendant des siècles, mais réemployer du béton, c'est d'autres questions. Et en même temps, il y a des exemples qui existent quand même dans l'histoire, mais du coup c'est justement ce qui devient intéressant, c'est de créer des matériaux qui ont un vrai lien avec l'histoire contemporaine, avec à la fois la problématique environnementale, la notion d'anthropocène, la question de la globalisation de certains matériaux, et en même temps la spécificité, chaque lieu a sa spécificité matérielle, chaque béton aura sa coloration matérielle, et c'est là où ça devient intéressant et passionnant du point de vue du design et de l'architecture, je pense. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, de ce projet Brèche, vous allez me dire justement, dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, pourquoi est-ce que ce projet-là vous intéresse, vous, en tant que designer? Pourquoi vous êtes lancé dans ce concours? On est à un lieu, on va y penser, mais on va le décrire un peu, c'est un lieu très particulier. De ce point de vue-là, il vous a tenté, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez senti, saisi? Il y a toute cette notion de la mémoire, donc liée à ces bâtiments contemporains qui ont souvent une durée de vie très limitée dans le temps, qui souvent ont des durées de vie en fait qui sont inférieures à l'espérance de vie humaine, donc où la question de la transmission de génération en génération ne se pose pas, où on va avoir tendance du coup à démolir, à faire table rase et à évacuer les déchets et à les utiliser pour plutôt des activités d'enfouissement, de BTP, de travaux publics, pardon. Et c'est vrai que le quartier donc, des ateliers Médicis est un quartier qui connaît énormément de transformations, qui a été construit en grande partie à partir des années 60. En tout cas, le paysage bâti s'est élevé à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, il y a déjà eu une sorte de campagne, un peu de table rase. Et là, de nouveau, il y a beaucoup de bouleversements dans le paysage bâti. Et c'est un lieu qui incarne en fait aussi plein d'enjeux politiques que je trouve passionnants. Et d'autant plus avec ce que peut porter le projet donc des ateliers Médicis et la proposition architecturale d'Encore Heureux, qui s'inscrit justement dans cette question du réemploi et de la réutilisation, et d'une relation aussi au tissu social, et donc une intégration aussi dans le quartier. Alors on va y venir avec vous, non, Beniamina, vous êtes le directeur délégué de ces ateliers Médicis. Donc ateliers Médicis, lieu, institution, créé sous l'impulsion après les émeutes, dites émeutes de 2005, même si ce terme peut largement porter à débat, dans ces territoires-là qu'on est en train de découvrir. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet, à la fois en tant que projet politique, mais aussi la manière dont il s'est incarné dans ce territoire, puisque ce territoire et le bâti de ce territoire, ça a beaucoup bougé au fil du temps. Et ça raconte très bien justement tout ce que vient d'éclairer Dana et une certaine histoire aussi de ces quartiers, de la manière dont on les envisage. Ces ateliers Médicis, initialement, qu'est-ce qu'ils étaient et où ils devaient s'implanter?
Bonsoir, merci beaucoup. Je vais essayer en quelques jalons de vous raconter cette histoire qui est très complexe et déjà assez longue, mais qui nous permettra de comprendre pourquoi aujourd'hui on a ressenti une telle affinité, pour pas dire passion, pour le projet qui a été présenté par Anna dans le cadre du 1%. Donc là, vous avez une carte sous les yeux. Alors, vous voyez déjà, on est à l'est de la Seine-Saint-Denis. Je dirais, pour situer par rapport à des villes qu'on connaît un peu mieux, entre, disons, Sevran, Aulnay-sous-Bois. Donc, c'est très très mal desservi. Déjà, il faut 1h20, 1h30 pour venir en transport en commun quand ça marche. Donc, c'est pourtant à 15 km de Paris et c'est tout à fait enclavé. Et donc Clichy-sous-Bois et Montfermeil sont des villes qui se sont construites en particulier sur, je dirais, la mémoire de ce qui est survenu, des révoltes qui sont survenues en 2005 et de la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré qui habitent toujours la mémoire des habitants. Morts à l'issue desquelles et violences à l'issue desquelles les élus, accompagnés de quelques conseillers, ont imaginé une Villa Médicis des banlieues du monde. Bon, comme souvent, voilà, grand slogan, voilà, avec l'intention de changer le regard sur les quartiers, de redynamiser un territoire enclavé, enfin vous voyez. Mais pour une fois, les slogans ont été suivis des faits. En 2007, le ministère de la Culture a racheté une tour qui s'appelait la Tour Utrio. Et donc c'est extrêmement important dans l'histoire qu'on va raconter ce soir parce que cette tour, c'était une tour dédiée à des services, mais qui était désaffectée. Il y avait très peu de choses, quelques associations qui de temps en temps, voilà, on la voit ici. Ces deux blocs, en plein milieu d'un quartier d'habitation qui depuis a été totalement transformé. Pour l'anecdote, Bernard Tapie avait envisagé d'y installer l'ENA. Je pense que honnêtement, ça aurait sans doute été une bonne idée. Ouais. Mais bon, ça n'a pas été suivi. Ça, c'est une tour qui date des années 70-73, c'est ça? Oui, alors j'ai plus l'année exacte, mais ça doit être ça à peu 76. Près. Et ça raconte quelque chose déjà de ce qu'on imaginait en 76. Ah ben, complètement. Et puis surtout, elles n'ont jamais été occupées, à part parfois par... Je sais qu'il y a eu quelques mariages, il y a eu quelques... Il y avait aussi des cours de couture. Enfin, voilà, des cours de couture. Donc, ça a été partiellement activé, mais vraiment, elle est quand même dans l'ensemble restée dans l'abandon. Et donc, 2007, le projet d'installer des ateliers Médicis ici, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Simplement, il s'avère que le projet réclamait de grandes portées, des grands espaces. Apparemment, c'était impossible. Aujourd'hui, je pense que quand on en discute avec les architectes d'Encore Heureux ou d'autres, on nous dit qu'on aurait sans doute fait autrement. Mais en tout cas, la tour a été rasée en 2010. Alors ça y est, je me plante dans les dates. 7, je crois que c'est 2017. 2017. 2017, oui, pardon. Voilà, l'établissement, nous, on a été créé administrativement en 2015 et il était encore prévu alors qu'on s'installe dans la tour Utrio, qui a finalement été démolie en 2017. Et donc l'agence Encore Heureux a construit notre premier lieu d'habitation. Super, merci. Donc qui est celui-ci, qui est un lieu qu'on aime beaucoup, qui a ouvert en juin 2018. Et par rapport à des choses qu'on a déjà évoquées, je voulais signaler, lorsqu'on est arrivé avec Cathy Bouvard, donc, qui est directrice, on est arrivé en 2019, les gens le désignaient comme le lieu éphémère. Parce que en fait, c'est un lieu dans le cahier des charges, il était demandé que ce lieu soit démontable, réinstallable, ce qu'il est dans les faits. Je pense que ça demande quand même un sacré investissement. Mais lorsqu'on disait lieu éphémère, en fait, c'était très très mal vécu par les habitants, par les gens, parce qu'en fait, c'est un lieu qui a quand même de la dignité, qui est beau, qui a une forme de noblesse, du bois, des couleurs. Et lorsqu'on disait lieu éphémère, les gens disaient mais ça va pas. Enfin, vous venez de construire un truc, ils connaissaient pas le prix. Mais enfin, voilà, c'est un investissement public et donc ça choquait beaucoup les gens. Et on a compris immédiatement qu'il fallait surtout arrêter d'utiliser ce lexique. Et donc de dire que c'était tout simplement le premier lieu des ateliers Médicis et qu'il allait en avoir un autre, plus grand, plus digne encore, qui allait répondre vraiment aux attentes et à la promesse qui avait été faite. Donc ce projet, il n'est pas éphémère, et c'est extrêmement important, je trouve, par rapport à ces questions de mémoire, parce que moi je suis là depuis 5 ans, mais toi, je suis habitant depuis maintenant peut-être 25 ans ou un peu plus. Ouais.
sur le territoire de Clichy-sous-Bois. Et c'est très spectaculaire comme le quartier change, évolue au quotidien. C'est à certains égards formidable et à beaucoup d'égards quand même très violent et déstabilisant. Donc l'idée qu'un bâtiment puisse disparaître est dangereuse, je pense. Donc il faut qu'on soit très vigilant et soigneux avec les mots qu'on utilise et évidemment avec les projets qu'on choisit. Alors justement, je reviens, mais on va y repenser. Vous l'avez dit, il y aura un deuxième lieu, et c'est dans ce cadre-là que ce projet a lieu. On va revenir peut-être sur le choix d'Encore Heureux et ce que défend Encore Heureux, mais précisément, vous aviez besoin d'un autre lieu plus grand. Vous avez refait un concours d'architecte. C'est à nouveau cette agence qui l'a emporté. Et dans le cadre de ce projet, vous avez fait vous avez lancé ce concours de ce qu'on appelle le 1% artistique. Donc, rappel, c'est une règle politique publique en France, ce fameux 1% artistique. Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce que ce projet-là, ce deuxième projet, qui n'est pas celui du lieu éphémère, qui n'est même pas éphémère, en quoi ce deuxième projet, qu'est-ce qui devait porter justement dans ce contexte où, vous l'avez dit, il y avait cette tour de Trio, elle a été détruite, mais ce n'est pas le seul bâtiment de ce territoire qui, depuis que les ateliers Médicis existent de facto, a été détruit aussi. Alors, je vais devoir vraiment faire un effort de synthèse. Une des raisons pour lesquelles le jury, je crois, a choisi le projet d'Encore Heureux, donc pour ce lieu que vous voyez en coupe. Tout à l'heure, parfois on nous dit oui, c'est un projet, ils avaient déjà fait le premier. Mais oui, en effet, ils connaissaient le terrain. Je crois qu'ils avaient vécu et ressenti le territoire. Et c'est aussi un des paris qui a été réalisé avec les ateliers Médicis, c'est d'installer une équipe et un premier lieu pour penser ce que pourrait être le prochain. Ce que pourrait être l'avenir. C'est-à-dire que c'était impossible de penser l'avenir d'un lieu culturel, l'émergence d'un nouveau lieu culturel sans y être. Sans être en relation quotidienne avec les gens qui y vivent, qui y travaillent, qui y ont des histoires. Et c'est bien les années passées là qui nous ont fait par exemple découvrir, alors qu'au départ on imaginait un restaurant qui aurait été très tiers-lieu, avec peut-être en rez-de-chaussée, très traversant parce qu'il va y avoir la gare de métro juste après. Et en fait, en parlant avec des habitants qui sont dans notre équipe ou des voisins avec qui on travaille, on a compris qu'il y avait une attente d'un restaurant chic avec vue, rooftop, et en fait qui était un peu contre-intuitif par rapport aux représentations très tiers-lieu que nous on pouvait avoir. Et en fait, ça, on le comprend pas si on n'est pas là et si on ne travaille pas au quotidien, si on se fait pas un peu moquer aussi par les gens avec qui on travaille et avec qui on vit. Et donc, Encore Heureux a compris, parce que nous, on a travaillé pendant des années, et en particulier avec Khadija, avant qu'elle n'intègre l'équipe d'Encore Heureux, parce qu'on se connaissait avant. On a travaillé à faire des ateliers avec des habitants, des workshops pour rêver. Qu'est-ce que c'est ici, un lieu international et local? Qu'est-ce que ça veut dire de créer à cet endroit-là? Et donc, on a compris qu'il fallait des jardins, on a compris qu'il fallait un lieu à l'écart, et tout ça, Encore Heureux, l'a parfaitement saisi dans ce qu'on avait exprimé dans le programme. Et je vous donne juste un exemple et je m'arrêterai là. Ils ont créé un deuxième niveau d'espace public qui est librement accessible et qui est au R+3, on le devine ici, avec la terrasse, ce qui est le restaurant. Et donc ce sont les seuls à ne pas avoir mis toutes les fonctions de circulation et de croisement à rez-de-chaussée, comme c'est très courant de le constater. Et en fait, avec Clichy-sous-Bois et Montfermeil, là où l'on vit, ça a de la valeur, cette proposition, parce qu'il y a un rapport à l'intimité, au regard, et finalement, pour être libre, il faut parfois être en décroché. Et donc voilà exactement un point qu'ils ont pu comprendre, parce que nous, on avait su exprimer des choses dans la durée, et que l'on traduit dans ont un été projet. soigneux. Voilà. Et donc le 1%, pour aller, je m'arrête là, c'est ce qu'on recherchait également dans les propositions de 1%. On avait honnêtement très très peur de plein d'artistes, parce que c'est des opportunités, hein, le 1%, c'est d'ailleurs la raison d'être de ces programmes formidables pour tout simplement faire vivre aussi les artistes et intégrer de l'art dans la commande publique. Et donc on craignait les artistes qui auraient pu poser là, et on a eu quelques réponses de cette nature, qui viennent poser un geste sans comprendre ce qui se joue, ce que nous on vit comme difficulté, comme réussite. Et c'est exactement tout ce que Anna n'a pas proposé. C'est bien. On va revenir sur ce qu'Anna a proposé et aussi sur le contexte dans lequel Anna arrive et pourquoi elle arrive à proposer le projet qu'elle propose. Et c'est là que je me tourne vers vous, Khadija. Donc vous, Khadija, vous habitez Clichy depuis donc
25 ans. Et vous avez travaillé avec les ateliers Médicis et avec Encore Heureux, vous êtes architecte. Et c'est vous qui vous êtes occupé de ce concept de permanence architecturale. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est qu'une permanence architecturale et pourquoi, dans ce projet précis, on en avait besoin d'une, et d'une aussi longue que celle qui a eu lieu, puisque cette permanence architecturale, dans le cadre de ce projet du 2e bâtiment, elle a duré 1 an. Alors, ça a été quoi votre mission dans ce projet, à vous, Khadija ? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, du coup, moi, l'idée de la permanence architecturale, c'est d'installer un architecte ou une architecte sur le lieu dans lequel on va venir construire. Souvent, on fait intervenir une permanence lors des chantiers pour pouvoir permettre aux personnes de venir visiter le chantier, d'expliquer un peu les espaces. Et la particularité en fait de ce projet, c'est qu'il y a eu une permanence qui a eu lieu pratiquement 1 an et demi avant sa construction, ce qui avait permis de débloquer énormément de choses. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir recevoir et aussi d'aller. Là, ce qu'on peut voir aussi en haut, il y a une carte dans laquelle je me suis un peu étalée, où je faisais des moments où j'allais vers les endroits pour présenter le projet, pour leur expliquer un peu ce qu'il va y avoir sur le lieu, et d'un autre moment où je les accueillais à l'intérieur des ateliers Médicis, où je pouvais aussi leur montrer ce qui existe déjà, pour ceux qui ne connaissaient pas, et leur donner un peu une idée d'échelle, de se dire voilà, nous aujourd'hui on est dans une maquette, on va dire, où on expérimente pas mal de choses, enfin où les ateliers Médicis expérimentent pas mal de choses, et du coup dans quelle dimension ils vont pouvoir se projeter. Et vraiment on ne s'est pas limité sur on va dire, on a reçu vraiment énormément de public et on est parti dans plein d'institutions, des associations où c'était des cas par cas pour expliquer le projet, et ça a été extrêmement bien pris, et en tout cas ça a été remonté vraiment d'une positivité en fait par rapport ça a donné du sens au nouveau bâtiment. C'est que maintenant tout le monde à peu près sait qu'il y aura une construction bientôt, quelle dimension elle aura, quel temps dans lequel on va venir construire, les travaux vont continuer, et en fait ils identifient même, c'est-à-dire que demain ils vont installer une grue, ils vont savoir que c'est les ateliers Médicis, chose qui ne se faisait pas en tout cas dans le territoire auparavant. Donc moi je trouve que c'est une richesse, et ça a permis de parler déjà, je suis habitante, mais je suis quand même, au début de la session de la permanence architecturale, j'ai été faire le tour, donc à pied, même si c'est mon territoire, de voir un peu ce qu'il y avait autour, ce qui se passait, d'aller à la rencontre à la mairie, de parler, de me présenter, de dire voilà, je suis là pour parler de la permanence, du futur lieu. Et en partant, et en discutant avec des personnes, on a identifié en fait déjà sur le territoire quelques bâtiments qui allaient être détruits, même si j'étais au courant, mais je connaissais pas encore les échelles. Ça m'a permis d'aller me renseigner un peu plus. Donc là, ce que vous voyez, c'est le hammam de Montfermeil, il me semble, ou de Clichy-sous-Bois. Et les bâtiments sur lesquels Anna intervient du Chêne Pointu. En fait, c'est la cité du Chêne Pointu qui va être complètement, là vous voyez tous les bâtiments. Donc ce sont des tours qui ont été construites dans les années 60, comme elle l'a expliqué, et qui vont tous être détruits jusqu'en 2030, je pense, si je ne me trompe pas, jusqu'en 2030. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces éléments-là. En sachant que j'ai vécu plus de 10 ans dans une des bâtiments, dans une des bars, pardon. Et voilà, j'ai été aussi touchée, donc je me dis mais demain ils vont tous détruire, enfin tout va être détruit. Il y a une histoire aussi de ma personne qui va être aussi enterrée avec les gravats, et l'idée, voilà, donc dès que j'ai eu ces premières intuitions, j'en ai parlé avec l'agence Encore Heureux, et de là a démarré tout un schéma d'aller voir si, par exemple, le carreau, la faïence, pardon, du hammam, est-ce qu'ils peuvent être enlevés, est-ce qu'ils peuvent être exploités, et comment, en fait, grâce à ces outils-là, on peut revenir sur le projet et intervenir, chose qui n'aurait pas été le cas si on avait déjà commencé, par exemple, la construction. Donc cette permanence a permis aussi de pouvoir venir enrichir en plus le projet, dans la continuité de tout ce qui avait été fait déjà auparavant par les ateliers Médicis et par l'agence Encore Heureux, et par la suite par la permanence architecturale. Donc là, on voit très bien la restauration, la restauration dont vous parlez, Ronan. Donc, en imaginant qu'on va réutiliser, par exemple, la faïence de ce hammam, de lui donner tout de suite un cachet où les gens, quand ils vont venir, ah mais ça, ce carrelage, il me dit quelque chose, quoi. Donc c'est vraiment continuer à donner une vie, même après la destruction ou un autre usage de ces matériaux-là pour lesquels ils ont servi.
Et des points de repère d'une certaine manière. Et des points de repère, c'est des choses qu'on reconnaît, ou des couleurs, ou des matières. C'est ça. Alors, on va revenir évidemment sur le fait qu'il y ait eu cette permanence a permis aussi à Anna, dans le cadre de son projet, de pouvoir lancer, et elle va nous expliquer un peu ce qu'elle va faire, puisque c'est donc pas fait tout ça, c'est ça qui est aussi passionnant. Mais j'aimerais bien avoir un retour, une évocation de vous, Éric de Thoisy, dont vous êtes chercheur associé, appelé par la philosophe Cynthia Fleury, et je crois que la notion centrale autour de laquelle vous travaillez, c'est la notion de soin. Qu'est-ce que ce projet-là, ces projets-là, dans lequel Anna s'inscrit, raconte ou pas des questions qui se posent pour vous en ce moment? Je vous ai vu réagir beaucoup, notamment sur la persistance sur l'importance de cette permanence qui a duré 1 an. Oui, non, mais je pense que c'est très clair, effectivement, en quoi, avec ce genre de démarche, en quoi l'architecture peut participer aux soins d'un territoire en particulier quand il a été blessé, quand il a été traumatisé. Ça, effectivement, c'est un des trucs que je bosse et qu'on bosse avec Cynthia Fleury à la chaire. C'est sur des nouvelles manières d'envisager l'architecture dans un contexte, certes, de ce qu'on appelle l'anthropocène, avec un nouveau rapport à la matérialité et ces histoires-là, mais aussi dans des territoires qui sont particulièrement blessés par des catastrophes naturelles, par des catastrophes sociales, économiques, et comment l'architecture, qu'on peut qualifier souvent de brutaliste, comme c'est un peu ce qu'on a vu ici. Il y a un livre d'Achille Mbembe qui s'appelle Brutalisme et qui explique bien comment, enfin, lui déplace cette idée de l'architecture vers une pensée plus générale. Et du coup, comment, en particulier dans ces territoires-là, il y a des nouvelles stratégies à inventer pour à la fois réparer l'espace, réparer les psychismes, réparer les traumatismes, réparer les individus. Et là, on est très clairement, à la fois à l'échelle urbaine et à l'échelle des petits objets, effectivement, des petits carreaux, on est très clairement dans ce genre de démarche. Ouais. Alors Anna, justement, vous arrivez sur ce projet avec le 1% artistique. À ce stade, qu'est-ce que vous proposez? On va revenir un peu dans le détail sur cette intervention artistique, qui est une intervention d'ailleurs avec une échelle un peu particulière. Comment vous la définiriez vous-même d'ailleurs, cette intervention-là? C'est une intervention intégrée, je pense, au projet architectural et qui prend plusieurs formes, qui va se matérialiser sous différents matériaux, avec à chaque fois l'idée de travailler avec des matériaux qui sont collectés dans le quartier, alors soit sur des chantiers à venir, soit sur la parcelle même des futurs ateliers, soit par du glanage en fait urbain, en venant collecter de la matière au pied des bâtiments. Et c'est un projet qui met en relation en fait le futur bâtiment avec deux autres bâtiments qui appartiennent à des temporalités différentes et qui sont donc effectivement fondateurs de l'histoire des ateliers Médicis. Donc il y a la tour Utrio dont on a parlé, qui était donc située sur la parcelle des futurs ateliers, et dont il reste, quand on regarde les carottages géotechniques, dans les terres, on retrouve des fondations de cette tour donc en béton armé. Et ça fait partie donc des matières que je souhaite utiliser pour le projet. Et il y a un autre site, donc Adidja a parlé, qui est la cité du Chêne Pointu, qui va donc être démolie au moment de la construction des ateliers. Et pour lequel... déjà vides ou pas encore? Non. Enfin, il y a un bâtiment qui a été démoli et ils sont encore habités, ouais. Et effectivement, il y a eu tout un travail à partir de ce travail donc d'identification qui a été fait aux archives municipales pour pouvoir récupérer les plans d'origine et pouvoir avoir une idée à peu près des matériaux qui allaient être déposés. Et il y avait quelque chose que je trouvais assez intéressant justement dans ces bâtiments, c'est qu'ils ont leur particularité matérielle, et notamment il y a ce qu'on voit donc dans le hall d'accueil d'un des bâtiments de la cité du Chêne Pointu. On retrouve au sol ce damier fait de brèches, donc d'une forme de terrazzo, de béton, enfin de pierre reconstituée, qui est assez spécifique de ce type d'architecture collective, et qui est tout comme la faïence de
du hammam et de la mosquée est un marqueur visuel assez fort qui peut permettre de se remémorer un lieu ou en tout cas d'en faire écho et de l'évoquer. Et donc, à partir de ça, donc il y a ce dialogue entre ces trois bâtiments qui s'appuie donc sur la réutilisation. Et il y a 3 éléments qui prennent forme dans le hall d'accueil des futurs bâtiments. Donc un espace qui est important effectivement pour recevoir le public. Et il y a un travail qui est fait donc au sol avec une sorte de terrazzo qui va être produit à partir des matériaux collectés donc à la Cité du Chêne Pointu et de retravailler donc ce motif de damier, un travail où les univers se croisent, les bâtiments se croisent, mais où on retrouve le tracé en fait de la tour Utrio, de la tour d'origine. Le tracé, c'est-à-dire le dessin. Le tracé, ouais, le pourtour de la tour qui a été réhabilité d'ailleurs en 2001, donc il y a une sorte de double strate comme ça qui graphiquement fonctionnait bien aussi dans cet espace qui est visible en fait depuis les étages supérieurs et qui donne un peu cette idée de stratigraphie. Donc là, c'est un zoom sur les différents matériaux qui vont être utilisés et il y aura aussi l'incorporation de matériaux glanés lors de balades urbaines qui seront donc réintroduits dans le sol. Ça, c'est dans le sol du nouveau bâtiment. Voilà, dans le hall d'accueil. Il y a un travail également autour de ce que j'ai appelé la paroi, donc la paroi textile, qui est un motif qui reprend la trame des bâtiments de la Cité du Chêne Pointu, qui a été construite sur les mêmes plans d'ensemble que la Cité des Bosquets, qui, elle, est à Montfermeil et qui a été démolie récemment. Et en fait, on se rend compte en fait, de l'ampleur de ce décor architectural et de ce paysage bâti qui est en train de disparaître, et de cette idée en fait, d'avoir une sorte de persistance visuelle également dans l'espace, en évoquant cette trame architecturale qui est travaillée donc en motifs sérigraphiés. Et l'idée, c'était d'imaginer que cette grande paroi textile, ce voile, d'ailleurs, pardon, mais j'ai des échantillons. Et c'est ça qu'on veut regarder. Et alors, est-ce que ça, on peut parler de ça? Le terrazzo, ça peut évoquer un peu ça, cet objet-là? Alors ça, c'est un matériau glané. Ouais. C'est un morceau de carottage de la Cité du Chêne Pointu que j'ai récupéré pendant des travaux d'assainissement. Et en fait, on se rend compte donc que le béton, quand il est tranché, coupé, ressemble à du terrazzo, parce qu'on fait apparaître donc par la tranche la composition du matériau. Et ça, c'est typiquement un élément glané qui pourrait être introduit dans le terrazzo. Ici, on a un échantillon de terrazzo qui a été produit... non, au sol, pardon. Pas celui-là. Ah oui, au sol, pardon. Au sol, mais je vous montrerai ça après. Mais du coup, qui a été produit à partir de matières récoltées sur site. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me semble être super important dans le cadre de concours, c'est de pouvoir produire des échantillons et enfin en tout cas quand on parle de cette question de réemploi, de matérialité, etc., de montrer en fait à quoi ça va ressembler et puis surtout d'avoir ces objets-là qui permettent de se représenter le futur lieu. Voilà. Et donc alors le petit voile, donc le voile qu'on a ici et qui est en fait dans l'idée, c'est de se dire que ce voile aurait capté les émanations du chantier de démolition et il sera donc sérigraphié, couvert, enduit de matériaux récupérés sur les chantiers, donc de la brique, de l'argile, du béton, de la meulière, parce qu'il y a aussi quelques bâtiments en meulière. Et l'idée, c'est effectivement de les réduire en poudre, donc de les porphyriser et de les tamiser finement et de récupérer donc une fraction granulométrique qui est similaire à celle du pigment, de pouvoir les incorporer dans une encre de sérigraphie et de venir les imprimer donc avec ce motif que je montrais. Et le troisième élément, c'est un élément donc en céramique. C'est un objet, donc ce sont les poignées de porte de la porte d'entrée du bâtiment. Et c'est un objet qui m'intéresse beaucoup parce que je considère que le premier contact physique
et obligé qu'on a avec une institution, c'est cette fameuse poignée de porte. Et j'aime bien ce geste aussi de se saisir de cette poignée parce que c'est une forme de salutation un peu au bâtiment. Et en même temps, c'est un objet relais. Donc on parle en ce moment, enfin on a beaucoup parlé avec le Covid des problématiques sanitaires. Mais c'est un objet qu'on vient tous toucher. En fait, toutes et tous, on est amenés à toucher cet objet. Et quelque part, du coup, il symbolise la notion de lien social que je trouvais intéressante. Et c'est un objet qui, lui aussi, reprend un autre élément, qui est celui des carottages géotechniques du site, qu'on voit donc j'ai du mal à me repérer, à gauche, ouais, c'est ça. Et qui est du coup donc dans son esthétique et qui vient utiliser les terres d'excavation du site à la fois pour produire la céramique et l'émaillage. Et c'est un travail donc qui est lié à qui va être un projet de collaboration avec donc le collectif Niveau Zéro et une artiste céramiste qui s'appelle Camille Calvo. Et l'idée, ça va être de faire participer aussi les habitants et les habitantes lors d'ateliers sur le chantier, avec la volonté aussi d'ouvrir, et ça va avec plein d'autres initiatives d'Encore Heureux, mais d'ouvrir les portes du chantier, et à un moment assez spécifique qui est celui du moment de l'excavation des terres, qui est un moment assez spectaculaire en général, où justement on découvre en fait la coupe stratigraphique des lieux, et je voulais pouvoir le rendre visible. Magnifique. Kadira, je reviens à vous parce qu'en fait on en a parlé et là on a parlé de cette permanence, donc il y a aussi des choses, il y a des briques de réemploi qui vont être construites, qui ont été conçues par Encore Heureux, si je m'abuse, donc tout ça est dans une logique qui dépasse. Oui. Oui, donc en fait le projet en fait s'inscrit aussi dans une démarche qu'Encore Heureux en fait mène depuis déjà des années aussi, de se dire qu'on a un matériau, on va essayer de maximum de faire du réemploi à l'intérieur de ce bâtiment et aussi de mettre les matériaux nécessaires là où il faut, et plus on va monter, plus on va être léger. Donc en bas, on sera sur un habillage plutôt en pierre massif, autoportante, puis toute la façade du socle de diffusion du socle va être en briques de réemploi. On va être après du coup sur du bois et voilà, et aussi beaucoup en terre crue. Donc la terre crue, c'est pareil par rapport à cette permanence, il y avait des briques de terre crue, et aujourd'hui en fait on aimerait ouvrir le chantier par exemple à certaines femmes qui vont pouvoir venir travailler cette terre et donner ça va être une formation un peu d'insertion certifiante pour certaines femmes du chantier, pour leur donner aussi accès au chantier. Donc malheureusement ou heureusement, c'est un chantier, la plupart du temps reste énormément masculin. Donc là, c'est vraiment d'essayer de se dire voilà comment on peut avec de la terre donner du sens et pouvoir faire une formation et à l'issue de cette formation avoir aussi une certification qui va permettre aussi à ces femmes de pouvoir travailler dans ce domaine-là. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais ce que je voulais dire par rapport au réemploi, c'est aussi, on a une difficulté, parce que je l'ai rencontré pendant maintenant 1 an quand on essaye de parler du réemploi, c'est que à travers des échanges, on se rend compte que le réemploi, en termes de main-d'œuvre, coûte presque la même chose ou plus cher que d'affaire du neuf. Et beaucoup de choses aussi, vraiment, il y a une démarche à faire, ou en tout cas, il y a une prise de conscience à avoir, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'assurances qui ne veulent pas assurer un nouveau bâtiment neuf avec du réemploi. Donc là, on se retrouve aussi avec une difficulté de se dire, mais comment on fait financièrement, ça reste en tout cas coûteux, parce qu'on doit venir enlever. On a les marches des escaliers aussi, parce qu'on a ce projet-là aussi avec les marches des escaliers du chêne pointu qu'on aimerait intégrer dans le projet. Pareil, c'est assez coûteux parce qu'il faut les enlever, il faut voir que les marches, en termes de sécurité, on peut toujours marcher dessus. Et on se rend compte que c'est une démarche qui reste quand même assez onéreuse, parce que enlever des marches de granit une par une pour les remettre, c'est beaucoup. On va y revenir justement, et notamment à ce défi-là pour un designer ou une designeuse de rentrer dans cette notion, quand on passe à l'échelle de l'architecture, des normes. Renan, vous vouliez réagir? Oui, non, je voulais simplement ajouter que le projet d'Anna nous a d'autant plus intéressés et avait pour nous plus de valeur encore, parce que Encore Heureux travaille sur des matériaux
assez inhabituel dans l'environnement urbain de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. C'est de la brique, évidemment, à Paris, on en voit partout. À Clichy, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, à tel point que lorsqu'on montre les images et les maquettes, les gens sont très très surpris. Ils se disent mais c'est étonnant, vous réhabilitez un bâtiment. Ça produit un sentiment d'étrangeté parce qu'en fait les gens ont l'impression que c'est une réhabilitation de bâtiments industriels. Or il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de friche dans ce coin-là de la Seine-Saint-Denis, pas de hangar. Donc ça produit un sentiment comme ça de curiosité et d'étrangeté. Et c'est très important aussi d'introduire des matériaux autres. Donc là, c'est beaucoup de bois, de la pierre, de la brique. La céramique dans le cas d'Anna. Et il ne s'agirait pas non plus de dire que nos quartiers sont condamnés au ressassement de leur matière qui, pour certaines, signe au contraire une forme de tristesse, il faut bien le dire. Le béton, il faut pouvoir en sortir. Donc nous, on a trouvé que c'était une chose très généreuse dans le projet d'Encore Heureux. Tous les candidats au concours à l'époque n'avaient pas compris qu'il fallait justement pouvoir proposer autre chose. Et c'est aussi pour ça qu'on peut miser aujourd'hui sur un projet qui vient travailler en les sublimant des matériaux existants. Parce que je voulais aussi alerter sur le piège qui consisterait à se satisfaire de la collecte. Et ça, dans toutes les disciplines, parce qu'on travaille avec des artistes de toutes les disciplines, on a des artistes qui arrivent et qui veulent collecter. En fait, les gens en ont ras-le-bol qu'on vienne leur faire ressasser leurs histoires, leurs témoignages, les recueils de témoignages. Et alors, en fait, on n'en peut plus. Et les gens qui sont interrogés, surtout à Clichy-Montfermeil, les gens depuis en particulier 2005, ont été surinterrogés, surinterviewés, surregardés. C'est pour ça d'ailleurs souvent qu'ils renvoient les journalistes dans leur quartier. Voilà. En tout cas, voilà, la question de quand même sublimer, transformer, c'est essentiel. Il ne faut vraiment pas se satisfaire de récupérer et de poser là, comme à d'autres endroits, ça peut avoir peut-être une valeur, mais je ne crois pas là où on est. Anna, justement là-dessus, et sur cette idée de sublimage, et aussi sur les enjeux techniques qui ont l'air comme ça anodins, mais qui en fait sont cruciaux. Vous l'avez découvert pendant votre thèse, et ça se réaffirme là. Cette question, en fait, on rentre dans la designer que vous êtes rentre dans un champ où très vite il y a une question de norme qui peut limiter ou qui représente un défi. Ça varie beaucoup en fait en fonction des projets, mais l'idée souvent c'est de trouver des stratégies pour contourner un peu les règles et pour en fait utiliser, je rentre dans des détails un peu techniques, mais utiliser des textes de réglementation existants, de DTU, enfin je ne sais pas si ça parlera à certains, et qui en fait ou dans lesquels on va en fait simplement remplacer une partie des matériaux qui sont habituellement neufs par des matériaux issus du réemploi. Je pense typiquement à la question du terrazzo ou de ces sols composés, où en fait c'est le liant qui va être soumis à un cadre réglementaire et pas forcément la charge. Après, évidemment, il faut vérifier que le matériau, il y a plein de tests à passer pour se satisfaire de ça. Mais c'est vrai que souvent, c'est un peu du cas par cas et malheureusement, enfin, ça se passe comme ça. Il y a plein d'initiatives qui font que les lignes bougent un petit peu, mais je pense que derrière, il faudrait qu'il y ait un réel projet politique et effectivement un rassemblement de plein d'acteurs pour faire évoluer les choses et notamment sur la question économique, effectivement revoir toutes les filières de production industrielle, revoir la manière dont on déconstruit, enfin dont on démolit les bâtiments pour les redéconstruire comme on le faisait avant, revoir l'outillage, revoir les compétences. Enfin, effectivement, du coup, ça touche à plein de sujets, mais la question, c'est plutôt est-ce qu'il ne faudrait pas simplement, justement, de façon un peu plus complexe, revoir les filières et la manière dont on produit de l'architecture aujourd'hui, quoi. Éric de Thoisy, sur ces questions-là, mais aussi sur la question de l'échelle, parce que là, on est à la DAGP, Anna est designer. Ça ne va pas nécessairement de soi. Cette collaboration, évidemment, elle l'est. On voit bien la complémentarité et à quel point il y a ce dialogue, d'une part, entre vos projets et les territoires, et entre les deux démarches, celle du cabinet Encore Heureux et celle d'Anna.
l'échelle du designer, en quoi elle apporte quelque chose dans cette réflexion, qui est celle qui est en train ou ce changement de paradigme. Je ne sais pas si on peut parler de changement de paradigme nécessaire. On a toujours envie de parler de changement de paradigme. Bon, on espère, c'est sympa. Sur les normes, oui. Après, Anna l'a dit, ce qu'il faudrait engager pour pas être dans des petites discussions normatives, c'est un grand changement des manières de faire, des process, du jeu d'acteurs. Et tout ça parce qu'effectivement, sinon, une anormalité, ou un constat de hors norme peut facilement être un prétexte qu'on nous oppose pour couper court à quelque chose. Du coup, il faut aussi, après, il faut ruser, mais là, peut-être que si on est dans un pourcent artistique, s'il y a un statut d'œuvre d'art, j'imagine que ça permet aussi de contourner certaines réglementations, ce qui est une autre manière de faire. Après, concernant l'échelle, oui, mais l'échelle, effectivement, je pense que c'est tout le sujet. Tout le sujet, c'est l'un des sujets de l'intérêt d'une alliance entre les designers et les architectes. C'est que, entre autres différences qu'il y a entre nos disciplines, puisqu'il y en a quand même pas mal, celle de l'échelle est assez fondamentale, même si on fait un métier qui peut paraître assez proche. On dessine des espaces, on a quand même des méthodes très différentes et des échelles très différentes, et c'est là que c'est intéressant de travailler ensemble, d'autant plus que dans ce genre de projet, dans des projets de réemploi, de réhabilitation, il y a de plus en plus de choses qui se passent au niveau de la petite échelle. Quand on fait des réhabilitations, par exemple, où on décide de plus en plus de garder l'architecture, de garder la structure, de garder tout un tas de choses, c'est quand même ce qu'on fait de plus en plus. Du coup, forcément, les interventions, elles se passent au niveau du mobilier, elles se passent au niveau des cloisons, Du coup, il y a un changement d'échelle vers le plus petit, et c'est de plus en plus là que ça se passe. Et du coup, dans ce cadre-là, il me semble que les designers, finalement, ils ont peut-être un avantage concurrentiel, en fait, aujourd'hui, et on a tout intérêt, ça, on le constate, on l'a constaté plusieurs fois, du coup, à travailler ensemble pour avoir cette multiplicité des échelles. Bien sûr. Non, vous opiniez du chef sur cette question notamment du réemploi et de vous en tant qu'institution publique et en tant que lieu culturel justement, ce fameux 1% artistique qui, on l'a dit encore une fois, Image d'Épinal, c'est le geste, le fameux geste individuel qui vient poser. Là, vous avez fait gagner un projet qui est un projet, d'une certaine manière, c'est une autre vision ou une autre demande de la part d'une institution comme la vôtre que celle qu'on peut imaginer dans une version standard de la geste artistique. En quoi est-ce que justement ce statut des designers, qui est parfois un peu mal compris, d'ailleurs mal appréhendé en France, joue et est important aujourd'hui pour vous avec ces fameuses poignées en céramique que vous allez avoir et ce fameux tissu qui reprend le motif du chêne pointu? La voix s'est coupée. Je dirais qu'on a eu énormément de chance, c'est-à-dire que l'éthique du travail de Anna colle avec ce qu'on cherche aux ateliers Médicis. Mais c'est en fait la question, c'est comment faire avec ce qui est déjà là sans satisfaire, je le disais tout à l'heure, comment être juste là. Nous, on a des programmes de résidence qui accueillent beaucoup de designers, etc., notamment au milieu rural. Donc on rencontre pas mal de jeunes gens formidables qui se posent la question de leur légitimité à agir, et je pense que ça, c'est là où on est aujourd'hui. On a peut-être un observatoire un peu singulier pour cela. Parce qu'en fait, c'est pas simple de se sentir légitime à agir quand on vient travailler avec Clichy-sous-Bois ou Montfermeil. Pour toute l'histoire que j'ai rappelée tout à l'heure, pour tout simplement les écarts sociaux très forts qui existent entre des artistes et les habitants. Donc le but du jeu, petit à petit, par la rencontre, par la formation, c'est de réduire ces écarts et dans les deux sens. Peut-être je fais un tout petit pas de côté, mais je dirais qu'un des enjeux communs que je perçois s'agissant de l'architecture et du design dans les quartiers populaires, pour travailler un peu soigneusement, c'est la question de la sociologie des personnes qui viennent travailler.
Donc il y a d'abord des questions d'éthique, donc là c'est génial, on se rend compte, on a les mêmes valeurs, on sait que ça va marcher parce qu'on sent qu'il y a une attention pour ce qui préexiste. C'est une manière de questionner ce qui est là, de ne pas être un enquêteur, de ne pas venir faire de l'extractivisme, parce que ça aussi on les voit, les artistes qui viennent trouver là des récits, des ressources, des émotions qui vont les exciter un peu et à partir desquelles ils vont produire de la valeur. Ça existe vraiment beaucoup, donc maintenant on les détecte de loin. Et du coup c'est vrai qu'on prend l'habitude quand on rencontre des artistes, on sent que quelque chose est possible qui est de l'ordre de l'humanité en fait, de pas venir pour prendre quelque chose, mais bien pour participer à une aventure un peu humblement. Et faire participer. Et faire participer. C'est la différence peut-être. Et alors ensuite le deuxième défi, et ça on en parle souvent avec Khadija, du coup qui est architecte, c'est comment on renouvelle aussi progressivement le vivier des architectes, des designers. Donc c'est des sujets qui existent aujourd'hui dans les écoles d'archi, de design, aux Beaux-Arts. Mais comment on fait pour que des personnes qui ont... c'est là, tu peux en parler. Tu vas raconter, toi, qu'est-ce que ça fait quand tu es architecte? Quelle est l'expérience à partir de laquelle tu peux proposer d'autres projets, d'autres récits? Je pense que c'est le prochain défi. Sans vouloir mettre dehors les artistes formidables et les architectes géniaux avec qui on travaille et qui ont d'autres histoires. Et d'ailleurs, je ne connais pas la tienne exactement. Donc, mais voilà, je pense qu'on a vraiment besoin de diversifier les profils des gens qui viennent travailler dans les quartiers notamment, et pas que. Ouais, déjà sur ça et sur aussi la manière dont tu perçois le projet d'Anna, parce qu'on l'a dit, cette question des poignées et de reconnaître des éléments, et sur ce que vient d'évoquer Renan. C'est juste par rapport à tout ce qui a été intégré, on va dire, dans le projet, cette question de mémoire qui finalement qui perdure, et ça c'est extrêmement important dans un territoire qui est constamment en train d'être rénové, démoli, reconstruit, qui subit beaucoup, qui subit énormément, et du coup les gens ils ont du mal, et surtout qu'on ne vient pas les voir pour dire voilà il y a ce qui va se passer, peut-être démolition, etc. Oui, pour la richesse des profils, c'est exactement, c'est très important. Notamment qu'on a pu le constater que souvent ceux qui viennent construire par exemple dans les territoires comme Clichy-Bois-Montfermeil ne sont pas issus des territoires Clichy-Montfermeil, donc ils n'ont à peu près aucune idée de comment les gens y vivent, et de ce qu'ils vivent et comment ils vivent. Et ça, c'est très problématique parce que c'est nous qui allons vivre pendant des années dans tel ou tel appartement. Et on le voit, on le constate entre nous, entre voisins, mais pourquoi ça, mais pourquoi ci? Il n'y a personne, par exemple, qui est venu constater ou parler avec ou faire des grandes réunions publiques. On pourrait justement imaginer un lieu comme les ateliers Médicis ont fait, en sachant que ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur ce futur projet. Donc c'est énorme, c'est long, mais en même temps nécessaire pour que ce lieu ait du sens et qu'il soit surtout légitime. On se pose toujours la question de légitimité quand on vient construire un bâtiment dans un territoire tel que Clichy-Bois-Montfermeil. Aujourd'hui, on lui donne un sens et on lui donne une légitimité. C'est-à-dire qu'on laisse le temps aux gens de venir, on laisse le temps aux personnes de pouvoir s'accaparer entre guillemets les lieux, de pouvoir s'y habituer et lui donner du sens. Je pense que je me suis écartée aussi, mais voilà. Donc non, mais ça fait totalement sens. Alors là, c'est presque 1 heure qu'on parle, donc on a assez envie aussi d'ouvrir les questions publiques. Mais Anna, pour terminer, juste en termes de temporalité et de glanage et de transformation et de nanana, on en est où sur ce projet Brèche? D'ailleurs, je peux juste revenir, le terme Brèche, pourquoi? Le terme brèche, c'est le nom du matériau qui est donc dans les halls de la Cité du Chêne Pointu. Et c'est donc à la fois ce matériau-là, mais c'est aussi évidemment la brèche de ce qui est fendu, de ce qui est cassé, et qui fait aussi la beauté de ces matériaux, qui ne sont pas des matériaux neufs, qui ont une histoire, qui sont usés par le passage, par le passage. Oui, et puis ouvrir une brèche aussi. Et puis évidemment ouvrir une brèche. Enfin, après on peut déployer. Et donc tout ça, la temporalité de tout ça, donc il y a d'abord la destruction puis la reconstruction. Oui. Alors il va y avoir pas mal d'étapes, mais effectivement il y a tout ce qui va être lié au planning de démolition, de déconstruction de la Cité du Chêne Pointu. Et de collecte et de et de synchronisation aussi avec ce chantier-là, de récupération, donc qui aura lieu a priori l'année prochaine.
Il y a les travaux d'excavation qui ont commencé donc normalement en mai 2024, et c'est à ce moment-là qu'auront lieu donc les ateliers autour de la terre. Et après, le travail du textile, il est peut-être un peu plus autonome parce qu'il est vraiment lié à la question du glanage et de petites quantités. Mais voilà, mais il faut qu'on continue effectivement. Et la livraison du bâtiment, c'est prévu donc pour 2026, si je ne dis pas de bêtises. 3 ans. On a hâte de voir ça. Alors merci à tous les quatre dans un premier temps, mais restez là. L'idée, c'est que vous puissiez, si vous en avez envie, poser des questions sur ce projet, ces projets, ce qu'ils soulèvent, ce qu'ils permettent. Je crois qu'il y a un micro qui peut filer entre vous. Il y en a un qui se balade. N'hésitez pas, osez, car vous regretterez. Oui, bravo. Merci beaucoup pour ces présentations. J'ai une question pour Anna. Comment avez-vous préparé votre dossier de 1% ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail en amont. Enfin, comment on fait pour monter un tel dossier ? Ça me ramène à un point que je n'ai pas abordé. C'est un projet de concours qui a été porté avec une structure d'ingénierie culturelle qui s'appelle Manifesto. Donc c'est un projet pour lequel on a candidaté ensemble et pour lequel on a répondu ensemble et qui va aussi nous accompagner sur justement toutes les questions de réalisation de production. Et sur la question du concours, donc, y a effectivement un long travail qui a été mené. Il faut savoir du coup que pour ce genre de concours, donc il y a une première étape de candidature, et après il y a une seconde étape avec des présélectionnés, où là il y a un budget en fait pour pouvoir travailler dessus. Et ce qui m'a du coup permis à la fois de pouvoir avoir tout un temps de conception et de création d'échantillons et de réalisation aussi en images. Et vous avez mis combien de temps, justement ? Enfin, quelle était la temporalité de cette préparation ? Je sais pas, ça s'étale sur plusieurs mois, en fait, donc c'est difficile de comptabiliser. Ça a pris beaucoup de temps, ça c'est sûr. C'était long, mais c'était aussi très... Enfin, c'est le genre de projet dans lesquels on s'engouffre un peu et dans lesquels on a un peu de mal à sortir parce que c'est intéressant et qu'on a envie de pouvoir proposer aussi plein de choses, d'être généreux dans la proposition. Mais je sais pas, je dirais que c'est deux mois de travail, pas toujours complet, mais ouais, à peu près. En attendant ainsi, juste, vous l'avez dit, ce collectif Manifesto, c'est important, on n'a pas eu le temps d'en parler tant c'est touffu cette conversation. Pourquoi c'était important d'être avec ce collectif ? Qu'est-ce qui vous a permis justement, dans le cadre de ce 1% artistique, ça correspond à quel besoin ? Parce que je crois qu'il y a un besoin. Alors c'est un cadre administratif qui est très lourd, le 1%, enfin c'est très lourd quand on démarre. En tout cas, il y a la nécessité d'avoir presque un enseignement. Et du coup, eux ont les compétences là-dessus. Et après, c'est des budgets qui sont assez importants, qui sont dédiés en grande partie à la production, mais qui demandent du coup d'avoir une structure aussi qui puisse, en tout cas dans mon cas, une structure qui puisse m'accompagner sur ces questions-là. Et ça arrive assez fréquemment en fait que ce qu'on appelle des boîtes de production en fait accompagnent des artistes pour répondre à des projets avec des budgets de cet ordre-là. On peut le savoir. Allez-y. Oui, merci et bravo pour ce magnifique projet. Moi j'ai une question concernant les matériaux de réemploi. Vous parliez des coûts pour réutiliser les matériaux du chantier. Et alors je me demandais si à l'heure actuelle, on avait les équipements adéquats, ou est-ce que les coûts n'ont rien à voir avec les équipements actuels. Moi, si je peux me permettre, juste concernant déjà les marges, c'est plutôt la main-d'œuvre qui va venir nous coûter extrêmement cher déjà, de pouvoir venir retirer le matériau en soi, le matériel en soi, et aussi le fait de pouvoir aussi les stocker. Parce qu'aujourd'hui, on a la marchandise, entre guillemets, on a les matériaux qui sont présents, mais on n'a pas d'endroit pour les stocker.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé par exemple de louer aussi cet endroit-là pour pouvoir stocker les affaires en attendant le transport. Donc c'est vraiment des choses qui sont très, très délicates et ça peut être très vite en fait devenir très onéreux, quoi, que d'acheter et de se faire livrer le jour de la livraison. Logistique, enfin, il y a un truc logistique qui est très très important entre la destruction d'un lieu comme le Chêne Pointu et l'excavation pour le premier projet, même si en plus on sait que tout ça prend du retard. Le stockage, souvent ça en prend. Alors déjà la démolition et la construction d'un nouveau lieu ne sont jamais, ils sont en parallèle, voilà. Donc ce qui fait qu'on est obligé déjà de s'adapter. Et ce qui a été un peu difficile, parce que des fois, on ne sait pas si on essaie de jongler en fait à travers les bâtiments. Celui-là, il va être détruit avant, celui-là peut-être après. Donc, on essaie aussi de jongler, de savoir qu'est-ce qu'on pourra récupérer si celui-là il nous passe sous le nez ou si, au contraire, on est trop en avance et qu'on a besoin d'un bâtiment, ou on a un retard, on a besoin d'un autre bâtiment. Donc, la temporalité et d'où l'importance de cette permanence. C'est ça que je voulais revenir dessus, de la permanence avant même la phase chantier, ce qui a permis vraiment de pouvoir justement bien étaler les choses et essayer vraiment de jauger entre guillemets entre la destruction et le futur lieu. Et moi je pose la question à vous Eric, au sein d'une agence d'architecture, c'est quelque chose que les cabinets d'architectes vont faire volontiers ou pas, parce qu'on imagine que ça coûte cher en fait, tout simplement d'organiser une permanence, il faut le désirer très fort. Je pose la question à vous tous. Oui, il faut. Est-ce que tout le monde en a les moyens de le faire, c'est ça que je veux dire. C'est aussi surtout des choix de maître d'ouvrage. Ouais, c'est-à-dire que c'est pour notre part un choix très délibéré et soutenu évidemment par les partenaires publics des ateliers Médicis de consacrer un budget assez conséquent à ça. Alors il y a un budget qui est sur notre activité et puis là dans notre budget d'opération on a intégré des lignes et sur la permanence architecturale, donc voilà, ça se choisit, il faut convaincre les élus. Moi, je suis sûr qu'à tous les coups, ça gagne en termes d'appropriation des projets par le territoire et les habitants. Et la même chose sur la réemploi, parce que c'est, Khadija l'évoquait, c'est vraiment d'un point de vue logistique des trucs de fou. Là encore heureux, on a des lots spécifiques pour le stockage. C'est très très impressionnant, ça demande une technicité qui d'ailleurs, à mon avis, est c'est tout un espace qui est investi aujourd'hui par les agences d'archi et des spécialistes, parce qu'il y a vraiment de la technicité à inventer, à gagner, et qui n'est pas très encouragée encore par la commande publique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prime au réemploi aujourd'hui. Oui. C'est vrai que Encore Heureux a une position particulière aussi sur la question du réemploi. Et c'est un sujet qu'ils traitent depuis un moment et effectivement ils sont identifiés pour ça et ils travaillent aussi fréquemment donc avec Remix qui a aussi qui développe des projets de réemploi et donc il y a toute cette chaîne je pense qui agit en même temps. Mais je pense du coup c'est un cas un peu particulier quand même. Mais qui représentait la France et la Biennale de l'Architecture sur ces problématiques-là. Éric de Thoisy, justement, vous aviez l'air de dire oui, ça nécessite une technicité. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agences que là, on parlait en plus de la Tour Utrillo, du début, de sa destruction, de choix, de vous installer là-bas et de dire en fait finalement vous ne pouvez pas rester aux alentours de 2007. C'est-à-dire les choses ont énormément bougé, bougent énormément sur un temps qui est relativement court en réalité, mais encore pas suffisamment. C'est quoi les défis justement ? En fait, quand j'opinais du chef, c'était surtout pour valider approuver le fait que ça demande surtout une volonté effectivement du maître d'ouvrage, sinon il se passe rien. Parce que des démarches comme celle à la fois d'une permanence ou des démarches de réemploi, si on les regarde simplement du point de vue de la rentabilité économique du projet à court terme, c'est mort en fait. C'est des opérations qui coûtent très cher, qui sont pas rentables et qui sont vraiment. Donc pour une très grande, pour une bonne partie de la maîtrise d'ouvrage, c'est des opérations qui ne sont pas tellement encouragées. Donc il y a énormément et sans l'appui du maître d'ouvrage, l'architecte il peut pas grand-chose. Même des agences qui poussent un peu militantes comme Encore Heureux ou autres, il faut absolument s'allier avec des maîtres d'ouvrage qui comprennent qu'on est sur du long terme, qu'on n'est pas sur de la rentabilité économique tout de suite et voilà. Et je dirais que c'est probablement un enjeu politique crucial aujourd'hui parce que derrière c'est toute la question de la construction qui est en jeu, parce que c'est se donner le temps de faire comprendre qu'il y a des métiers, et je trouve que là, c'est des problématiques similaires
dans le champ de la création et dans le champ de la construction publique, par exemple, c'est comment on rappelle aux gens, on explique de manière pédagogique, en entraînant qu'il y a des savoir-faire, des métiers. Et d'ailleurs, souvent, ça peut être la base aussi d'une discussion interculturelle. Nous, on le voit bien avec les habitants de Clichy-Montfermeil qui viennent de partout dans le monde. Souvent, on peut parler de modalités de construction en terre, en briques, etc. Et en fait, cette question des savoir-faire, ça demande du temps, c'est de ne pas faire du prêt à l'emploi. Et nous, c'est ça qui rend l'aventure des ateliers Médicis et de la permanence et du 1% absolument formidable. C'est que derrière, c'est on redécouvre en quelque sorte, et les habitants redécouvrent avec nous, qu'en fait, on sait faire des choses et qu'on peut partager des savoir-faire, être curieux. Et donc ça, c'est absolument génial. Et je pense que pour demain, c'est aussi garantir la pérennité, l'appropriation des équipements publics, des œuvres. Nous, rien n'est abîmé. Hein. Chez nous, là, on a eu quand même encore un épisode de révolte violent. Hein. Malheureusement, certains édifices à Clichy-sous-Bois ont été brûlés. Les ateliers Médicis ne l'ont pas été. Bon, il y a un peu de chance. Et aussi, on a mis des médiateurs qui étaient là tout le temps. Mais c'est ça aussi qui se joue derrière. C'est le soin qui va être apporté par la collectivité, par le voisinage, aux équipements et aux œuvres, puisque pareil, les œuvres qu'on peut installer dans l'espace public ne sont quasiment jamais détériorées. Et je pense que c'est la relation qui permet ça. D'autres questions? Oui. Je pense qu'on va arrêter là. Et on vous propose de continuer les échanges autour d'un verre. Vous pouvez aussi venir voir... Oui, parce qu'Anna a amené pas mal de matériaux. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.